plume a changé ma vie. Elle marque tout le chemin que j'ai parcouru vers un nouveau regard sur le monde, sur les autres et sur moi. Elle vient de l'autre bout du monde, c'est une plume de vautour. Avec elle, je vous emmène à la rencontre de la différence. Nous sommes en octobre 2006, j'ai 41 ans, ça fait déjà 20 ans que je suis avocat. Mais depuis que je suis toute petite, je rêve de faire un livre sur les animaux et sur leurs protecteurs. Et là, il est temps que ça change. Je veux m'impliquer à mon tour et faire partie de ces gens qui font pour la sauvegarde de la nature. Alors je pars en Afrique, en Namibie. Je rencontre Maria Dickman. Maria est une femme absolument extraordinaire. Elle est avocat aussi, en tout cas dans une ancienne vie, aux États-Unis. Et puis elle est arrivée en Namibie, elle a rencontré un Namibien, elle y est restée. Et là, elle s'est vouée à la défense des animaux, mais pas n'importe lesquels. Les plus rares, les plus menacés et surtout les plus moches. Et tout de suite, nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous avons la même passion, défendre, donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Et Maria me donne une mission d'enfer. Elle me dit, Sabine, j'aime beaucoup les portraits que tu as faits depuis le début de ton périple. Alors ici, on a besoin de toi. Il nous faut un beau portrait pour nos donateurs. Un beau portrait de vautour. Il faut nous montrer à quel point les vautours sont beaux et sont gentils. Et là, moi, je me dis, un beau portrait de vautour. Ça va être du challenge, parce que pour moi, les vautours, à l'époque, c'est Lucky Luke, le livre de la jungle. Mes références, c'est pas génial. Et je me dis, mais comment je vais faire ça? C'est vrai que je fais des beaux portraits. Enfin, j'ai la chance de faire des beaux portraits depuis que j'ai commencé, mais c'est des beaux animaux à la base. Des lions, des girafes, des guépards, des léopards. Ça va. Mais un vautour, qu'est-ce que ça va donner? Alors j'accompagne Maria dans la volière, pleine de vautours. Et elle me montre un immense vautour qui arrive. Il est très blanc, il est très grand, il fait à peu près 1 mètre de haut, il arrive à environ la hauteur de mes hanches. Et elle me dit, voilà Nelson, c'est notre star. Alors, je regarde la star approcher, je me dis, bah c'est pas gagné, hein. Il va falloir faire un beau et un gentil vautour avec ça. Mais bon, on va essayer. Moi, je ne suis pas photographe, hein. Je fais des photos pour illustrer mon livre, mais c'est tout. Je n'ai pas encore une technique et puis j'y connais rien en vautour. Et au fur et à mesure que j'essaye de faire mes photos, Maria me raconte l'histoire de Nelson. Et en fait, Nelson est un vautour griffon du Cap, une espèce qui est vraiment très rare, très menacée. Il n'y en a quasiment plus en Namibie parce que les vautours là-bas sont empoisonnés, électrocutés, ils disparaissent par milliers, c'est une véritable hécatombe et c'est surtout une catastrophe écologique parce que les vautours sont essentiels pour nous, ce sont des éboueurs. Ils ne tuent pas, ils ne mangent que des animaux morts et sans eux, les maladies se propagent. Et ce fameux Nelson, bien, il a vécu en France, dans un zoo, avec sa partenaire. Et sa partenaire était essentielle pour lui parce que les vautours, moi je le découvre, se marient pour la vie. Et ils passent 24 heures sur 24 ensemble. Ils sont absolument inséparables. Un jour, le drame, la partenaire de Nelson est empoisonnée. Et là, Nelson commence à se laisser mourir. Dépressif, l'oiseau. Alors, c'est un peu gênant d'avoir quand même 2 vautours griffons du Cap, aussi rares et menacés, qui meurent en France. Donc, la France réexpédie Nelson en Afrique et il arrive chez Maria. Et chez Maria, il devient un ambassadeur de cette espèce menacée. Et surtout le chouchou des plateaux de télévision. BBC, Animal Planet, tout le monde veut filmer Nelson parce que Nelson, il est gentil, il est doux, il n'a pas trop peur des humains. J'écoute cette histoire, je photographie Nelson et je me dis, c'est marrant, c'est pas du tout ce que j'ai en tête, moi. Émotif, timide, c'est drôle, c'est pas ça que j'avais en tête. Alors je me dis, bah tiens, pourquoi je tenterais pas ma chance? Et par jeu, je commence à parler à la star en français. Salut Nelson, moi c'est Sabine. Bah écoute, c'est la première fois que je me retrouve en face d'un vautour et toi, c'est sûrement la première fois que tu te retrouves en face d'un avocat parisien. Alors, comment vas-tu? Et puis à ce moment-là, Nelson commence petit à petit à me regarder comme ça du coin de l'œil et je sens l'ambiance qui change. Et puis en même temps, je me mets à la hauteur de ses yeux parce que c'est quand même une des rares règles de photo que je connais à l'époque, toujours se mettre à la hauteur des yeux de son sujet. Donc je m'abaisse.
Et sans le savoir, à ce moment-là, j'ai trouvé la clé. Nelson s'abaisse aussi. Et puis il me fixe. Là, ça devient vraiment très étrange. C'est intense, c'est pénétrant. C'est bizarre, quoi. Et vous vous imaginez, vous, dans la volière, avec cet oiseau qui vous regarde comme ça avec ses petits yeux jaunes, ce gros oiseau. Et puis, Nelson se couche, complètement. Alors, moi aussi, je me couche dans la volière, paf, dans les fientes des oiseaux, impeccable. Il faut vraiment tout pour faire une belle photo, mais on va y arriver. Et je continue à lui parler. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose entre nous, comme une danse, comme un langage corporel, les choses changent. Et finalement, le miracle arrive. Voilà, Nelson, c'est plus un vautour que j'ai devant moi, c'est un gentil petit poussin. Vous voyez, la même série de photos, le même oiseau, et plus tout à fait le même. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux portraits? Nelson, oui, Nelson a changé, mais surtout moi, j'ai changé. J'ai changé mon regard sur cet oiseau. J'ai changé ma perception. J'ai vu différemment, j'ai posé un autre œil sur lui. Et ce nouveau regard a changé ma vie. À partir de là, j'ai décidé que j'allais devenir photographe professionnel et me vouer à la préservation de la nature, dédiée à la préservation des animaux. Alors j'ai changé ma vie temporairement et puis j'ai commencé à travailler avec les protecteurs de la nature, à courir autour du monde pour en rencontrer de plus en plus et rapporter leurs histoires, vivre avec eux, découvrir leurs passions, comprendre leurs combats, comprendre aussi tout ce qu'ils ont à nous apporter et raconter. Et puis quand je suis rentrée en France, parce qu'il a bien fallu que je rentre un jour, que je reprenne mon boulot d'avocat, j'ai pas pu le reprendre de la même manière. Alors je me suis tournée vers un autre mode d'exercice, plus proche de l'humain, et je me suis formée à la médiation, à la négociation raisonnée, au mode amiable de résolution des conflits, et puis à la communication non violente, dont les girafes, par exemple, ces belles girafes aussi douces, sont des symboles parce que c'est un animal qui sait prendre de la hauteur et puis il a le plus gros cœur. Et puis surtout, c'est pas commode une girafe, comme quoi on peut faire les deux. Bref, j'ai voulu exercer différemment et puis pendant que j'y étais, parce que j'adore apprendre, je me suis plongée dans tout ce qui est neurosciences, économie comportementale. Et avec tout ça, j'ai appris plein de choses. Alors aujourd'hui, c'est avec l'inspiration de la nature que je vais vous emporter à la découverte d'un autre regard sur vous-même et sur les autres. Quand j'ai commencé mon périple en Afrique, en 2006, j'étais bourrée de préjugés. Vous pouvez imaginer l'avocat parisien qui débarque dans ce nouveau monde. J'ai dû beaucoup travailler pour les dépasser, pour apprendre des nouvelles choses, pour changer, pour m'ouvrir au monde. Et en fait, je suis toujours autant bourrée de préjugés. C'est normal, en fait. Parce que c'est notre fonctionnement de base. Nous sommes câblés pour. Quoi que nous fassions, quelles que soient nos valeurs, quelle que soit notre motivation, quelles que soient nos envies, quel que soit notre mode de pensée, nous avons des préjugés, notre câblage de base. Savez-vous en combien de temps nous nous faisons une impression sur une personne? 1/10 de seconde. 1/10 de seconde, c'est même pas le temps qu'il m'a fallu pour vous le dire. C'est dingue, non? Et qu'est-ce qu'on peut connaître d'une personne en 1/10 de seconde? Eh bien rien, absolument rien. Et pourtant, nous jugeons cette personne. C'est un peu le fonctionnement de ce tuatara que j'ai rencontré en Nouvelle-Zélande, qui est un contemporain des dinosaures qui remonte à plus de 85 millions d'années. C'est notre complexe amygdalien qui est aux commandes. C'est lui qui va juger en 1/10 de seconde la personne qui est en face de nous. Ami, ennemi, partenaire. Des fois, on a intérêt à le savoir vraiment très très vite. Comme photographe, par exemple, dans ce genre de situation, c'est sûr qu'1/10 de seconde, c'est vraiment utile. J'y vais pas, et ben j'y vais pas. Comme avocat, médiateur, c'est pareil. En fait, en 1/10 de seconde, j'ai besoin de savoir si je vais négocier, pas négocier, prendre ce chemin ou un autre. Dans la nature, les préjugés sont nécessaires, indispensables même. Je vous présente un weka de Nouvelle-Zélande. Je l'ai rencontré dans les hautes montagnes de Fiordland, dans l'île du Sud. C'était la première fois que je voyais un weka sauvage. J'accompagnais une équipe de scientifiques pour montrer leur travail. Et ce weka, qui est un jeune, c'était la première fois qu'il voyait un être humain, moi.
Au bout de 3 minutes, je le sifflais comme un petit chien. Il était sur mes chaussures en train d'essayer de piquer mes lacets. Pas assez de préjugés. C'est comme ça que beaucoup de ces congénères ont fini dans nos casseroles, dans les casseroles des premiers pionniers. Donc vous voyez, les préjugés, ça peut être utile parfois. Donc pour aller très vite, notre cerveau se base sur des indices. Le visage, les vêtements, la posture, l'environnement. Le souci, c'est qu'à partir de ces petits indices, notre cerveau se fait une idée globale de la personne, y compris son tempérament et son caractère. Là, ça va un petit peu loin. Le deuxième problème, c'est qu'aussi notre cerveau applique des raccourcis intersidéraux. On appelle ça des biais cognitifs. Des biais cognitifs, on en est bourré, on ne peut pas y échapper. Depuis une quarantaine d'années, les sciences comportementales, psychologiques, ont évalué environ 185 biais. Alors, rassurez-vous, je ne vais certainement pas vous faire un catalogue aujourd'hui. On a beaucoup mieux à faire et à se raconter des histoires de petites bêtes. Mais je vais quand même vous en présenter quelques-uns. Prenez ce joli petit pigeon. Le stéréotype, c'est de se dire les pigeons sont bêtes. C'est logique, la première chose qui nous vient à l'esprit, généralement, c'est les pigeons sont bêtes. Eh bien non. Savez-vous que les pigeons savent reconnaître un Monet d'un Picasso, un Braque d'un Matisse, même la musique classique, ils savent l'identifier. Franchement, bluffant, vous imaginiez pas ça. Hein. Alors, les stéréotypes, c'est ça. C'est collé, généralisé, catégorisé, on met tout dans une petite boîte et on l'y laisse. Et c'est bien dommage, non seulement pour les pigeons, mais aussi pour nous. Un autre biais cognitif, on l'appelle le biais d'attribution de crédibilité. Un grand mot pour quelque chose qu'on vit tous à un moment donné de notre vie. Nous accordons plus confiance aux personnes qui sont un peu plus âgées, mieux habillées, plus sûres d'elles-mêmes, plus propres sur elles. À l'inverse, on accorde beaucoup moins de confiance à des gens qui sont trop jeunes, qui s'habillent un petit peu n'importe comment, qui sont un peu négligés. Quand j'étais, moi, un jeune avocat, à 23 ans, vous imaginez que dans le monde de la construction dans lequel j'évoluais, c'était très difficile de me faire entendre. Alors j'ai dû me vieillir, me durcir. On m'a surnommé le bulldozer, mais l'intérêt, c'est qu'on m'écoutait. Mais d'où vient ce biais ? Dans la nature, il est indispensable. Prenez une matriarche. C'est pour sa connaissance, c'est pour son savoir que les autres animaux de la troupe vont la suivre. Parce qu'elle peut aider, elle va faire survivre la troupe. Évidemment, l'animal le plus ancien est plus intéressant puisqu'il a survécu. Donc il a une plus grande mémoire et il connaît plus de choses. Donc ce biais est parfaitement logique. Le souci avec nous humains, c'est que nous allons un petit peu au-delà des choses. Et puis, nous voyons tout à travers des filtres. Selon la manière dont on perçoit les choses, nous les voyons complètement différemment. Regardez ce joli canard. Peut très bien être un petit lapin également. Et l'idée que nous avons de notre perception, nous pensons que, évidemment, c'est la nôtre qui est la bonne. Et pourtant, lapin, canard, tout le monde peut avoir raison. En fait, nous percevons les choses selon nos habitudes, même notre métier et nos croyances. Prenez cet ibijo au Costa Rica. C'est un des premiers que j'avais pu rencontrer. Si vous le voyez. Dans la forêt, c'est dur. Mais les guides, dont c'est le métier, eux, le voient en un instant. Moi, il a fallu longtemps pour que je travaille comme photographe pour habituer mon regard à percevoir des choses un petit peu différentes dans l'environnement qui peuvent être non pas une branche morte, mais un oiseau qui se cache. Et comme avocat médiateur, c'est pareil. Il a fallu que je m'habitue à voir derrière les choses, à voir les besoins des gens, derrière la première expression qu'ils allaient me présenter d'un dossier ou d'une situation. Alors, si nos biais sont incorrigibles, comme nous le rappelle le professeur Siboni et bien d'autres spécialistes en neurosciences et en psychologie, en économie comportementale, nous sommes câblés pour, on n'en sort pas, c'est automatique. Pour autant, à côté de ce câblage animal, qui fait que nous avons tous ces biais et tous ces préjugés, nous avons un câblage humain. À nous de décider d'en sortir. Nous pouvons agir. Vous pouvez agir. Vous pouvez décider de sortir de ces préjugés. Pourquoi ? Parce que les préjugés nous bouffent la vie. Ils nous pourrissent les relations avec les autres et avec nous-mêmes. Alors, qu'avons-nous à gagner avec une petite gymnastique cérébrale ? Eh bien tout. Dans mon boulot de photographe, il a fallu que je passe mes préjugés, évidemment, dans mes relations avec les autres, avec les animaux. Dans mon boulot d'avocat médiateur aussi, beaucoup, et j'y bosse tous les jours.
Alors j'ai modélisé la technique de tout ce que j'ai appris et je vous propose de suivre maintenant les étapes, toujours avec l'inspiration de la nature. Première étape, basculer du mode tout automatique au mode manuel. L'une des métaphores qui me parle le plus, et que je trouve vraiment la plus géniale, est celle du professeur Kahneman, qui nous explique que nous naviguons toute la journée entre deux systèmes de pensée. Le système 1, c'est notre mode tout automatique. C'est lui qui régit quasiment tout ce que nous faisons. Rapide, intuitif, immédiat, paf, il ne demande pas d'énergie. Et puis le système 2, alors lui, il est plus lent, il est plus concentré et il nous bouffe beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'en fait, il ne se met en marche que quand c'est vraiment nécessaire. Alors, mode tout automatique, ouais, ça marche la plupart du temps. Mais des fois, c'est comme ça qu'on ne voit pas bien de situation. On peut focaliser sur le mauvais plan. On peut perdre la vision d'une chose, d'une situation à cause de nos préjugés. Donc là, il faut savoir basculer en mode manuel. Débrayer nos idées préconçues, débrayer nos a priori et passer en mode de présence attentive. Alors le mode présence attentive, mindfulness comme disent les anglo-saxons. À la fois c'est très simple et très difficile. Très simple parce que, vous allez me dire, c'est évident, il faut se rendre disponible, attentif. Mais en fait c'est très difficile parce qu'on a toujours 10 milliards de choses en tête et qu'il faut arriver à être là, ici et maintenant, pour l'autre, pour passer dans ce mode. Nous accorder le temps de la réflexion. Ça c'est dur, nous accorder du temps pour réfléchir. En fait, peu de temps suffisent. Les professeurs nous disent que 10 minutes, ça peut suffire pour couper avec ce que nous avions en tête, pour couper avec ce que nous étions en train de faire et être enfin véritablement disponible pour l'autre sans tous les biais que nous avons en tête. Étape numéro 2. Changer notre point de vue. Alors, comme photographe, c'est une des règles fondamentales qu'on apprend tout de suite. Voir son sujet différemment, tourner autour, parce que chaque angle donne un résultat complètement différent. Dans notre vie, à nous, c'est pareil. Changer notre façon de voir l'autre, se décentrer, faire un petit pas de côté, avoir une vision différente, se mettre à la place de l'autre. Pour échapper à nos préjugés, nous décentrer. Alors, une petite antilope qui se repose. Eh bien non, quand on dézoome de la situation, on peut la voir dans tout son ensemble. Une petite antilope qui est tétanisée par la peur, la pauvre. Mais parfois, le point de vue différent, c'est aussi de savoir se centrer sur une personne. Dégénéraliser, la personnaliser, avoir vraiment une vision pour l'autre totalement différente. C'est essentiel, la sortir de la petite boîte dans laquelle on l'a fourrée automatiquement, maintenant nous le savons. Avec Nelson, c'est quand Maria m'a raconté sa vie, la situation qu'il a vécue. C'est quand j'ai imaginé que c'était un être, et non pas simplement un oiseau, un vautour, mais un être avec des pensées, avec des émotions, avec une vraie vie, avec une personnalité, qu'il est devenu Nelson, qu'il s'est incarné et que j'ai passé mes préjugés, que mon regard a changé. L'étape suivante, c'est se mettre à la portée de l'autre. Alors évidemment, comme photographe, c'est essentiel, vous l'avez compris. Avec mon Nelson, c'est quand je me suis mis à sa portée que j'ai brisé la glace, que j'ai trouvé la clé. Et c'était pour moi un déclic, en fait, ce mode de fonctionnement. Mais c'est des années plus tard, quand j'étais en Nouvelle-Zélande avec des albatros royaux sur une colonie dans l'île du Sud, que j'ai compris toute l'importance qu'avait eu ce moment avec Nelson. Parce qu'en fait, c'est le langage corporel des oiseaux. Vous voyez ici, ces jeunes albatros ont besoin de se trouver un partenaire pour leur vie. Ça leur prend des années au cours desquelles ils se retrouvent jeunes sur leur île de naissance et puis ils vont jouer à Jacadie. Ils vont faire des mouvements les uns avec les autres et puis se synchroniser en fait. Ils vont se rapprocher les uns des autres et voir à quel moment ils deviennent en symbiose. C'est ça, un langage corporel qui permet de se rapprocher de l'autre. Dans le monde de la conservation, c'est essentiel, nous le savons, quand nous travaillons avec des animaux, il faut nous mettre à leur hauteur, ce qui veut dire avoir de l'empathie, ce qui veut dire comprendre leur souffrance et non pas la partager, mais l'appréhender globalement pour être sur le même niveau qu'eux. Là, vous voyez Eugene Cousins
et Cozy, un chimpanzé d'Afrique du Sud qui le réhabilite, cette connexion entre eux, cette façon de créer le lien, c'est par l'empathie, c'est en se mettant à la hauteur de l'autre. Dans notre milieu professionnel, c'est la même chose. Se mettre à la hauteur de l'autre, adopter sa posture, adopter son langage, se faire comprendre, l'entendre, l'écouter pour ce qu'il est, c'est une règle vraiment, vraiment fondamentale. Alors, bien sûr, c'est pas toujours très commode de se mettre à la portée de l'autre. Des fois, il y a des surprises, même si on a la meilleure volonté du monde, comme j'avais avec cette maman wombat en Tasmanie, même si j'étais très Ça se sage. mange pas. C'est une... Aïe! Oh putain! Ça fait mal. Mis à part ça, les wombats, c'est des animaux complètement charmants. Alors, si on le fait, si on passe ce moment, si on se met à la portée de l'autre, malgré les risques, malgré les difficultés, on vit des beaux moments. Pour moi, un beau moment, c'est ça, par exemple. Jouer à cache-cache avec ce jeune chimpanzé, ce bébé chimpanzé même, en Tanzanie, pouvoir avoir cette relation, cette connexion, ce lien absolument incroyable avec un animal sauvage. C'est la récompense de faire l'effort de se mettre à la hauteur de l'autre. Alors vous avez compris la technique. Comment faire pour passer les préjugés qui, de toute manière, seront toujours là? Comment faire pour aller chercher la richesse de l'autre? Je vous ai inventé un acronyme. Restons sur un autre regard. Ça va résumer tout ce que je vous ai expliqué. Avoir du recul, avoir de l'empathie, générer du lien, se mettre à la hauteur de l'autre, penser à pousser sa réflexion et surtout se décentrer. Et avec ce système, vous allez découvrir des merveilles. Découvrons une merveille. Je vous emmène à nouveau en 2006 retrouver mon Nelson. Quand je suis rentrée en France, après avoir rencontré Nelson, en 2006, j'étais complètement obnubilée. Tous les jours, je pensais à mon vautour. Et tous les jours, je parlais de mon vautour. On me prenait pour une dingue finie, je vous assure. Normal. J'ai tenu 6 mois, je suis repartie. En Namibie, direct, voir Maria. J'arrive chez Maria et je lui dis « Nelson, Nelson ». Et très gentiment, elle me dit « Écoute, tu sais, Nelson, c'est quand même un oiseau. Il t'a sûrement oublié. » Je lui dis « Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que moi, j'ai pensé à lui tous les jours. Et Nelson, eh ben, c'est mon Nelson, tu vas voir. » Alors, on rentre dans la volière. Et tout là-haut, 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 il y a Nelson. Avec ses congénères. Tout en haut. Il nous regarde. Et flap, 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 il descend sur le sol. Et puis là, il commence à ramasser des brindilles. Plein de brindilles. Et puis il vient vers nous. Nous, on s'était assises avec Maria, on papotait tranquillement. Et tout d'un coup, pouf, Nelson me met les brindilles sur les chaussures. Oh, je trouve ça sympa. Je dis, oh, merci Nelson, c'est gentil et tout. Et je me tourne vers Maria, je lui dis, mais il fait quoi là? Parce que moi, je ne suis pas devenue vautourologue, je ne comprends pas bien dans l'intervalle ce qu'il a fait. Et là, Maria, la mâchoire complètement décrochée, me dit, eh ben, là, il te demande de faire un nid avec lui. C'est la seule fois de ma vie où j'ai dû refuser une demande en mariage avec autant de regrets. Depuis ce moment-là, il y a 14 ans, mon émotion est restée intacte. Ce moment avec Nelson a été un des premiers grands chocs émotionnels de ma vie qui m'a poussée à vraiment tout chambouler. J'en garde une impression forte sur mon nouveau regard. Et j'espère que vous aussi, vous avez changé de regard, non seulement sur les vautours, mais sur tous ceux qui peuvent être des Nelson autour de nous et sur le petit Nelson en vous. Et je vous souhaite de trouver la perle qui est en vous.